Bonjour à toutes et tous, donc, pour ce nouveau midi de l'IREMO. On peut dire qu'avec le Proche-Orient, on n'est jamais surpris. Donc, notre rencontre se tient en pleine escalade à Gaza, avec une série d'actions israéliennes qui ont débouché hier sur des tirs de missiles par le djihad islamique. Et des bombardements de l'avion israélienne hier soir et aujourd'hui, semble-t-il. Donc on est, comme toujours, dans une ambiance... Des vrais missiles, et probablement le temps que nous passons ici, il y aura représailles, voilà. Bref, on va parler processus de paix en plein processus de guerre. C'est un classique des discussions sur le Proche-Orient. Repartons donc du processus de paix, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets même. Comme vous le savez, c'est le 29 avril qui a été fixé comme la date limite des négociations israélo-palestiniennes impulsées par le secrétaire d'État américain John Kerry. Personne, bien sûr, n'espère un accord d'ensemble pour le 29 avril. Mais l'administration américaine, l'administration Obama, considère qu'il faut, pour pouvoir prolonger éventuellement les négociations jusqu'à la fin de l'année 2014, un accord cadre, dont jusqu'ici on ne connaît pas le détail. Il y a beaucoup de rumeurs sur son contenu, il y a eu beaucoup d'allées et venues. Obama a reçu Benjamin Netanyahou, il a reçu Mahmoud Abbas. On sait ce sur quoi il y a débat. Ça n'a rien de nouveau, c'est les frontières, c'est la question de Jérusalem, c'est la question du type de reconnaissance de l'État d'Israël, le reconnaître ou non comme État du peuple juif, c'est la dernière formule en date. La question des réfugiés, bref, le contenu habituel des négociations israélo-palestiniennes depuis la préparation des accords d'Oslo. En tout cas, cette date, même si elle n'est pas une date limite définitive, comme c'était prévu au départ, a relancé le débat politique en Israël. Quand je dis débat politique, je veux dire au sein de la classe politique, mais aussi parmi les médias, les journaux, l'intelligentsia, pour en tout cas ceux qui s'intéressent au sujet, qui ne sont pas forcément les plus nombreux. Et c'est pourquoi on assiste à des phénomènes assez contradictoires, et c'est d'où l'idée de cette rencontre. On a d'un côté, je dirais, j'essaye de simplifier, une montée des enchères de la part de la droite extrême ou de l'extrême droite israélienne, qui suspecte, à tort ou à raison, Benjamin Netanyahou d'être prêt à un certain nombre de compromis pour que les négociations se poursuivent, et la colonisation aussi, d'ailleurs. C'est très sensible dans les déclarations d'un certain nombre de dirigeants, y compris de ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et de l'autre, on a visiblement l'expression de la crainte que suscite un échec dont Israël porterait la responsabilité. Et parmi ces craintes, disons globalement d'isolement diplomatique et politique accru, il y a, et c'est nouveau, enfin à mes yeux, la crainte de ce qu'on appelle le boycott. Alors, quand on parle de boycott, en l'occurrence en Israël, on parle moins du mouvement boycott des investissements sanctions, du mouvement militant, je veux dire, qui a évidemment un rôle dans tout ça. On parle surtout des lignes directrices adoptées par l'Union européenne l'été dernier et qui maintenant prévoient très clairement un refus de coopération avec les entreprises israéliennes implantées dans les colonies ou les implantations israéliennes en Cisjordanie. Et aussi, tout cela faisant boule de neige,
des décisions qui ne sont plus des décisions militantes, mais des décisions institutionnelles de fonds de pension, y compris de très grands fonds de pension, comme le fonds norvégien, le fameux fonds pour l'avenir, alimenté par le pétrole, dont des décisions prises par des banques, et des banques importantes, notamment la quasi-totalité des banques les plus importantes dans le nord de l'Europe, de l'Union européenne, les banques danoises, norvégiennes, etc. Bref, on a un débat sur les risques que représente le boycott institutionnel, donc, pour Israël. On a même eu, si je ne me trompe, une initiative de patrons d'entreprises israéliennes auprès du Premier ministre pour souligner la nécessité d'éviter de se retrouver dans cette situation. La crainte majeure étant celle que j'ai évoquée d'emblée en commençant cette rencontre, c'est-à-dire la crainte d'une escalade militaire, et pas seulement à Gaza, mais éventuellement avec des répercussions en Cisjordanie, voire la crainte, qui est rituelle dans les journaux comme à Haaretz, d'une troisième intifada. Je ne sais pas si le terme même a du sens, mais il faut en tout cas le prendre en compte comme un des éléments du débat. Voilà, alors pour essayer de nous éclairer sur toutes ces dimensions du débat israélien, nous avons invité Yoav Toker, qui a été longtemps correspondant de la première chaîne de télévision israélienne, la chaîne publique, et qui, on dit qu'il est israélien parce qu'il l'est, il est même né en Israël. Hein. C'est un sabra, comme on dit. Un sabar. Sabra. Mais c'est un Parisien aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait quand même très longtemps que vous êtes à Paris. Et vous y enseignez. Vous y enseignez à Sciences Po, bien sûr, mais aussi à l'université américaine, pour faire vite. Vous avez cette Graduate School for Foreign Affairs and Diplomacy, où vous essayez de former les jeunes étudiants aux méandres des relations internationales et de la communication. En essayant d'éviter au maximum possible le Proche-Orient. Voilà. Je me sers de tous les cas de figure sur la planète, et c'est je le dis un peu avec le sens de la dérision, et pour des raisons d'ailleurs qui sont représentées dans votre introduction. D'accord. Alors, donc la règle du jeu, c'est que vous parlez le temps qui vous semble nécessaire, un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite, vous pourrez répondre aux questions de nos amis qui sont venus pour vous. Voilà. Merci à vous, merci Dominique Hidal. Et c'est toujours extrêmement frustrant, pour moi, d'écouter des introductions aux débats, conférences, dont le sujet est dans ses eaux. Parce que j'ai l'impression de vieillir. J'ai la notion du temps qui devient... Parce que j'ai entendu ça. Combien de fois j'ai déjà entendu ça? Combien de villes, dans combien de langues, dans combien de contextes, y compris d'ailleurs la remarque malheureusement juste, du style, je sais pas, je suis parti de chez moi il y a 3/4 d'heure, ils étaient en train d'attendre une riposte israélienne après des missiles, après des ripostes, après des remissiles, etc. Donc, on a l'impression que, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait l'effet des répétitions qui me frustre, moi. C'est l'effet de... Comment dire? Mais je vais peut-être en dire un mot, justement, de façon plus ponctuelle par rapport aux éléments à l'ordre du jour immédiat. Et une espèce de discommunication ou non-communication entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Parce qu'à première vue, effectivement, ma frustration, elle est tout à fait justifiée. J'ai entendu des introductions du même style, avec le même terme, avec des noms qui changent, de leaders, de protagonistes, franchement, pour une bonne vingtaine, trentaine d'années. Hein.
Et pourtant, et c'est peut-être dans ce sens que je vais essayer de dire au début de notre échange, je vais parler de 2 ou 3 points comme ça, en essayant la limite de réfléchir ensemble sur ce qui bouge, parce qu'il y a des choses qui bougent tout le temps. Il y a des choses qui bougent. Que ce soit en Israël, c'est pas la peine de dire que dans le monde arabe autour d'Israël, ça bouge. Je veux dire, hein. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir de quelle façon le soi-disant printemps arabe et ses répercussions interviennent peu sur l'opinion israélienne. Ces titres, hein, encore que l'appréciation générale est bien évidemment très utilitaire, dans le sens ils sont là préoccupés, que ce soit en Égypte, en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite, au Qatar maintenant, à régler les choses entre eux. Donc on a une petite pause. Hein. Et certainement, ce n'est pas à ce moment-là où le monde arabe est en feu et en train de négocier sa propre, non pas son propre avenir, mais son propre court terme au moins. C'est pas à ces moments-là que nous allons signer des documents à portée générationnelle. On pourrait venir un peu au contexte des efforts Kerry et de l'initiative Obama, etc. Donc je vais effectivement très brièvement mentionner des 3 points de façon plutôt télégraphique. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour y revenir et plus tard, à travers votre intermédiaire ou directement, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est un peu d'après cette coupe-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui bouge, et parmi les choses qui bougent, parce qu'elles sont nombreuses, lesquelles, parce que c'est ça la question, au moins dialectiquement, pour en débattre. Qu'est-ce qu'il y a dans ces multiples choses qui bougent, que ce soit au niveau idéologique, politique, diplomatique, boycott et coalition gouvernementale, l'état de l'opinion israélienne, les rapports entre la gauche et la droite en Israël, qui est un phénomène assez étrange, je dirais un mot tout à l'heure. Qu'est-ce qui risque de s'évaporer, comme on a vu des modifications, des changements au sein de l'entité politique israélienne arriver, frapper même, et s'évaporer quand il est question de la grande politique, du grand dessein, du grand saut en avant, d'après les anticipations des uns et des autres. Hein. Il n'y a pas un saut en avant. Dominique Vidal a dit tout à l'heure que nous connaissons depuis bien longtemps les éléments qui font, les conditions, les éléments principaux qui font l'accord des paix israélo-palestinien, parce qu'ils sont écrits sur les murs, effectivement, depuis une trentaine d'années. Mais ils seront actualisés de façon tout à fait mineure, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait ou pas accord. Mais nous connaissons, pour ce qui est des territoires des réfugiés, des reconnaissances, des éléments démographiques, enfin, une population. Nous le savons, il y a certainement 96% de ces éléments-là qui feront partie d'un accord, si jamais un accord il y a. Et donc, qu'est-ce qui se passe parfois qui fait que les choses qui bougent, disons, en Israël même, et pour l'opinion en Israël, et qui s'évaporent, et c'est là, malheureusement, la majorité des cas, quantitativement, c'est ça qui arrive le plus fréquemment. Et qu'est-ce qui est là, parmi les choses qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on a pu voir il y a 5 ans, qu'on a pu voir au début, disons, du deuxième mandat de Netanyahou, c'est-à-dire la deuxième fois quand il est arrivé au pouvoir, et qui risque de s'accumuler vers cette, il faut dire, masse critique. Hein, c'est ça, le physicien, il dit ça. C'est pas exactement si c'est un très bon terme, mais au moins du point de vue de l'imagerie. Parce qu'on a l'impression qu'il y a par moment, il y a suffisamment de forces pour aller de l'avant. Par moment, il y a des conjonctures qui semblent plus favorables. Il y a des évolutions dans le positionnement des uns et des autres, y compris M. Netanyahou. À sa façon. Et pourtant, ça ne se traduit pas en termes de masse critique.
Mais ça pourrait peut-être, d'ici quelques années ou plus. Donc, est-ce que nous sommes en mesure au moins de réfléchir sur ce qui bouge et qui sera marginalisé par la force de l'histoire, par la force de l'agitation permanente de haut niveau, de la chronique comme ça, une chronique qui demande tant, que ce soit l'opinion, que ce soit des forces militaires, que ce soit des forces politiques, que ce soit des... Un point. Deuxième point, et je sais qu'en Europe, mais ailleurs aussi, même en Amérique, qui finalement a l'impression de connaître Israël mieux que l'Europe, et vice-versa, bien sûr. C'est pas les degrés des proximités, si vous voulez, entre les opinions publiques et les classes politiques en pluriel, entre Tel Aviv, Jérusalem et New York, Washington, est nettement plus intime et immédiat que les rapports équivalents entre Israël et la France, ou la Belgique, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne, ou l'Italie, ou l'Espagne, et depuis un long moment. Et l'opinion israélienne, quand elle imagine et quand elle discute le monde, l'extérieur, c'est l'Amérique, d'abord, et grandement. C'est l'Amérique. Ce sont les repères, c'est la langue aussi, enfin, c'est la langue la plus pratiquée, mais ça, Israël n'est pas exceptionnel. Mais c'est vraiment une espèce d'intimité avec la démocratie américaine, avec les principes, avec la Constitution. Mais vous pouvez entendre des débats comme ça au café de commerce et à Tel Aviv, avec des gens qui vous parlent de Jefferson, de la Constitution américaine. Donc c'est vraiment, il y a plus plus qu'un sentiment de premier allié, bien évidemment. Il y a vraiment une espèce d'intimité que, d'une certaine façon, on peut ressentir en Amérique aussi, mais de façon différente, dans des milieux différents. Et je ne parle pas uniquement de la communauté juive américaine, avec ses institutions et son pouvoir politique, mais aussi au sein d'autres groupes qui soutiennent Israël et qui comptent beaucoup dans cette situation qui ne bouge pas et de façon radicale, malgré des mouvements de sable, et qui fait que le soutien profond de la population américaine à la politique israélienne, quelle qu'elle soit, est toujours d'une très grande stabilité. On peut le répéter même aujourd'hui avec un président américain vraiment pas comme les autres. On n'arrive même pas, à mon avis, d'apprécier à juste mesure dans quelle dimension il n'est pas comme les autres. Mais qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans et demi, quand donc il partira de la Maison-Blanche, les 8 ans d'Obama, et je ne parle de la politique internationale, mais je peux aussi prolonger sur des dimensions de politique américaine interne, qui n'est pas de notre sujet. Et je crois que ça va, c'est une remarque, je peux y revenir si vous voulez, je crois que ça va au-delà de... On dit parfois, parmi les critiques d'Obama, que ce soit en Israël ou ailleurs, qu'il y a un vrai danger de cartérisation, c'est-à-dire que son mandat, ces 2 mandats ressembleront beaucoup au mandat de Jimmy Carter dans les années 70. Je crois que ça va plus loin. Ça va plus loin. D'autant plus que Carter a été piégé par quelques aspects de la politique internationale de son temps. Bien sûr, tout le monde a en tête le drame des otages américains à Téhéran, relativement peu de temps après la révolution de Khomeini. Mais il était sur la défensive. Obama, c'est toute une philosophie, n'est-ce pas, qui est arrivée avec lui à la Maison-Blanche. Encore une fois, je parle de la politique internationale. Mais on peut faire des extensions et des parallèles avec ça concernant sa politique interne. Donc, qu'on y croit ou pas à cette cartérisation supposée de la politique internationale d'Obama, et il est aperçu comme un président faible, mais pas uniquement en Israël, et surtout sur la scène internationale. Il y a un réflexe comme ça, dans ce monde cruel et brutal qui est le nôtre, qui dit qu'un président faible
de la nation la plus puissante de la Terre, c'est mauvais. Et ça a une certaine logique. À 2 heures d'ici, à Kiev, je suis sûr que tout le monde me comprendra. Et dans certaines capitales arabes même, au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'instabilité interne, j'ai l'Égypte bien sûr en tête, parce que l'Égypte, c'est vraiment Là, il y a une masse critique, si vous voulez. Les destins de l'Égypte, c'est plus que capital, et pas uniquement pour le monde arabe. Et donc, après, le leader de la nation la plus puissante dans une position aperçue comme celle de faiblesse, a priori, comme ça, c'est pas une situation qui encourage, qui précipite une masse critique d'une opinion qui hésite, façon de comparative, disons, de comparer des avantages et des désavantages par rapport à un grand pas politique qu'on aimerait faire ou qu'on aimerait opposer, mais on regarde le pour et le contre et tout ça. Troisième point. Faisons attention à la position de Netanyahou au sein de son propre pouvoir. Bon, c'est le Premier ministre qui a gouverné au jour d'aujourd'hui le plus longtemps dans l'histoire d'Israël. C'est vrai que l'histoire politique israélienne elle est très mouvementée. Il y a souvent des législatives anticipées. Vous savez, les législatives sont les élections les plus importantes dans le système parlementaire israélien. Et ce qu'on constate, la quasi-totalité des observateurs, qu'ils soient a priori de gauche ou de droite, c'est qu'il s'affaiblit. Si vous prenez les... On a célébré il y a quelques jours le premier anniversaire des élections de l'année dernière. Donc ça fait 1 an, un peu moins, que le nouveau gouvernement, le troisième mandat de Netanyahou est en cours. Donc si vous prenez comme point de départ son arrivée au pouvoir il y a 4 ans et demi, ou bien sa réinstallation au pouvoir à la suite des élections de l'hiver dernier, de l'hiver 2013, il est aperçu comme affaibli. L'effet de l'usure, l'effet des rivalités au sommet du Likoud et de formations politiques qui font alliance, enfin qui travaillent ensemble avec le Likoud, du fait des rivalités personnelles, du fait étrange que c'est au sein du Likoud, derrière Netanyahou, si vous voulez, souvent dans des partis qui soient en opposition, en Israël et ailleurs, vous avez le leader et vous avez derrière le leader, quelque part, au moins dans l'imagination des observateurs politiques, une deuxième ligne avancée des prétendants. Et vous dites, voilà un prétendant plus à gauche, plus à droite, voilà la tactique de l'un, la tactique de l'autre. Bizarrement, c'est quelque chose qu'on attribue souvent à l'opérationnalité tactique assez rusée de Netanyahou. On trouve une deuxième ligne, si vous voulez, des prétendants en Israël qui est vraiment très, comment dire, très molle. Cette deuxième ligne est très molle. Ça ne veut rien dire, parce qu'ici, il y a une crise ou quelque chose d'inattendu. Donc, dans 15 jours, on peut trouver qu'une de ces personnalités dites molles, de la deuxième ligne dite molle, devient Premier ministre, chef du Likoud, et puis change la donne. Et d'ailleurs, il y a des cas concrets. Souvenons-nous de Olmert, ou d'Olmert, qui est arrivé dans des circonstances dramatiques, mais dramatiques personnelles, enfin la maladie de M. Sharon, n'est-ce pas ? Et d'autres moments. D'ailleurs, au Proche-Orient, il faut toujours dire ça au début de chaque intervention. Il y a 3/4 des événements qui comptent dans le Proche-Orient qui se sont produits à titre de surprise. À titre de surprise. C'était vrai dans les années 60, c'était vrai dans les années 80, c'est vrai aujourd'hui. C'est vrai aujourd'hui, et je mets le printemps arabe dans cette catégorie. Hein, donc toujours, on fait des analyses bien fines, et on se retrouve
face à une partie de l'analyse qui s'avère juste, d'autres qui s'avèrent moins justes, et face à l'inattendu. L'inattendu est, me semble-t-il, le premier, quantitativement parlant, le premier vecteur de progrès ou de régression au Proche-Orient. Alors ça, plus qu'ailleurs. Effectivement, plus qu'ailleurs. Moi, j'aime pas du tout cette espèce de vérité partagée, comme s'il y a tant de conflits dans le monde et tous les conflits, ou quasiment tous les conflits, ont trouvé leur solution, mais celui-là, il a un statut spécial. C'est normal qu'il ne soit pas résolu pendant des décades et des décades. J'aime pas ça à titre, comment dire, personnel, mais aussi à titre, entre guillemets, intellectuel. Je trouve que c'est une... De toute façon, je crois que c'est un langage qui devrait être interdit aux hommes et aux femmes politiques. Ce n'est pas une approche qui me semble acceptable. Enfin, la reconnaissance de quoi? D'un caractère éternel, enfin, très long, d'un conflit. Certes, il y a des spécificités de ces conflits qui rendent la vie encore plus difficile que peut-être dans de contextes d'autres conflits sur d'autres continents. Mais qu'est-ce que c'est cette approche qui dit... c'est à la fois faux et dangereux. Et pourtant, c'est ce qu'on entend de plus en plus au sein de l'opinion israélienne, et malheureusement pas uniquement à droite. Hein, cette espèce d'option de la gestion du conflit. Parce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de possibilité, les circonstances ne sont pas là pour le résoudre. Donc, gérons. Ça, on entend depuis des années, et c'est un peu ce qui se passe. La gestion. On va le gérer. En attendant que le printemps arabe se spécifiera, on attendra que, d'abord pendant des longs moments, c'était qu'il y ait un leadership de l'autre côté. Hein, souvenez-vous de cet argument qui a été utilisé tout au long de la vie d'Arafat. Et d'ailleurs qu'on entend toujours, hein, parce que là, pour des raisons différentes par rapport à la période d'Arafat, parce qu'Abou Mazen est certes nettement plus proche et plus facile à négocier avec, mais il est très faible. Il n'a pas le pouvoir au sein de son propre peuple de la façon dont l'Arafat l'avait et l'exerçait. Et bien plus, il y a la scission. Enfin, il y a la situation de Gaza et de la rive occidentale, qui effectivement complique la chose, et du côté palestinien. Donc gérons. Mais vous savez, c'est pas uniquement Israël qui fait ça, c'est d'une certaine façon l'approche américaine aussi à l'égard de certains conflits. Et oui, on peut même dire que c'est un peu une solution à la française aussi, dans certaines situations africaines, par exemple. Enfin bon, mais ça n'a pas la résonance du conflit proche-oriental. Donc, ne nous trompons pas par rapport à des sables mouvants concernant le leadership israélien. Cette deuxième ligne dite molle, j'ai surtout en tête le ministre de la Défense, M. Ya'alon, qui nous a habitués ces quelques derniers mois à des bizarreries souvent difficiles à expliquer, parce que d'une part, des positions extrêmement dures, bien à la droite des Netanyahou officiels et non officiels, et puis tout d'un coup, on se demande pour quelles raisons, et un discours complètement différent, qui n'est pas fait uniquement pour des oreilles extérieures, parce qu'il y avait un incident il y a un mois à peu près où il a dit des propos off et des propos très durs. Vous avez peut-être suivi ça, propos très durs à l'égard de Kerry et de sa mission, et comme si Kerry était extrêmement dangereux et qu'il est habité par une mission messianique et que c'est un vrai danger. Il faut souhaiter à Kerry qu'il ait le prix Nobel vite et qu'il se calme et qu'il nous laisse tranquilles. Il a dit ça dans une conversation à bâton rompu. Ça a été publié par le plus grand journal israélien. Vous imaginez la réaction. Donc après, il fallait tout le travail diplomatique comme ça pour... D'ailleurs, les Américains connaissent. Ça n'a pas créé trop d'émotions à Washington. Mais après, on a entendu un Ya'alon qui, apparemment, d'après sa façon de voir les choses, encore une fois, au sein du leadership des Likoud, voit une opportunité, tiens, à gauche de Netanyahou. Parce qu'il y a les cas Lieberman,
n'est-ce pas, l'allié formel de Netanyahou, qui d'ailleurs a annoncé il y a quelques jours qu'il ira aux élections prochaines séparément, et non pas sous le même toit de Likoud, Israël Beiteinu, comme ces deux formations politiques se sont présentées aux élections de l'année dernière. Bref, du fait de l'affaiblissement relatif de Netanyahou, cette deuxième et troisième ligne molle bouge, marque des cases, sans parler bien évidemment de ce qui se passe de l'autre bord, n'est-ce pas? Il y a un leader relativement nouveau de la gauche, toujours dans un paysage, si vous voulez, de gauche-droite qui est très défavorable à la gauche formelle. Tout récemment, la semaine dernière, lors d'un sondage qui portait sur effectivement Kerry et la façon dont les Israéliens aperçoivent ça, ils ont fait, les sondeurs, si vous voulez, à titre d'introduction, demandent à l'air échantillon pour vérifier statistiquement comment définissez-vous? Êtes-vous à droite? Êtes-vous à droite modérée? Êtes-vous au centre? Êtes-vous à gauche? Êtes-vous à gauche modérée? Et pour vous donner, si vous voulez, la façon dont les Israéliens se voient eux-mêmes. Et les résultats sont 51% des Israéliens juifs, je parle de la population juive israélienne, c'est-à-dire 82% de la population de l'État d'Israël dans ses frontières des 67, dans les frontières. Et 51% se définissent comme des droites ou de droite modérée. Et 28% se définissent au centre et 13%, uniquement 13%, se définissent comme à gauche ou à gauche modérée même. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la photographie, disons, française ou britannique ou démocrate républicain aux États-Unis ou l'Italie, enfin je ne sais pas, où on peut trouver des proportions telles. On parle même pas d'un quart, de bien moins un quart, enfin cinquième. Après, toute la question est qu'est-ce que ça veut dire dans la tête d'un Israélien lambda de dire je suis de gauche, ou je suis de gauche modérée ou de droite modérée. C'est une autre question, qui effectivement n'est pas parallèle aux définitions que nous connaissons ici en Europe. Et surtout pas pour des questions de paix et de guerre. Encore, on peut faire la distinction en termes d'options économiques et sociales, mais ce n'est pas forcément le même décodage en termes des questions des frontières, des relations avec les Palestiniens, de l'avenir à long terme du pays, des rapports entre sécurité et paix et tout ça. Là aussi, les équations gauche et droite, la cartographie gauche-droite ne tient pas. Donc mais quand même, un pays dont 51% se définissent des droites. Dernier point. Il y a quelque chose que les historiens dans 50 ans pourront confirmer, quel que soit les progrès ou le manque de progrès dans les questions et les litiges et les conflits que nous connaissons, mais qui semble, à mon avis, c'est ouvert à débat, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, il y a quelque chose d'étrange qui se passe à long terme et à grands pas quand on observe les comportements des électeurs israéliens et avec eux, d'une certaine façon, à travers des filtres, des positionnements israéliens, des gouvernements élus, qu'ils soient à gauche ou à droite. Mais pour cela, on ne peut pas regarder ni les journaux d'aujourd'hui, ni les très bonnes revues diplomatiques historiques. Il faut, comme image, il faut prendre un avion, je sais pas, un hélicoptère, et prendre vraiment de la hauteur et regarder les 40 dernières années. Et quand vous regardez les 40 dernières années, vous trouvez quelque chose d'étrange et de contradictoire, même paradoxal peut-être. C'est d'une part, les électeurs israéliens, formellement, votent de plus en plus à droite.
votent de plus en plus, en termes proportionnels et absolus, pour des formations politiques classées à droite, pratiquant des politiques de droite et utilisant des rhétoriques de droite. Donc, les lecteurs, ils votent plus à droite. Et les positions concrètes, affichées ou concrétisées, certaines d'entre elles, à l'échelle de 40 ans, hein, s'égauchisent, vont de plus en plus à gauche. Exemple frappant, si vous arrêtez votre avion imaginaire vers la fin des années 70 ou même au milieu des années 80, même vers la fin des années 80, disons au moment de la première intifada, et vous posez la question de la reconnaissance mutuelle, bien, enfin bon, on parle d'Israël maintenant, de la reconnaissance des Israéliens, de l'existence du fait palestinien, de la nation palestinienne, du peuple palestinien, des droits des Palestiniens. Vous auriez, même en 85-6, vous auriez une majorité écrasante de gens qui, non, font partie du peuple arabe, et il y a 23 pays arabes qui pouvaient très bien gérer leurs affaires. Pourtant, vous avancez avec cet avion imaginaire à peine une décade, Oslo, hein, 7, 8, 9 ans, et la reconnaissance mutuelle entre peuple palestinien et israélien est acquis, et reste toujours acquis. Ça n'a jamais bougé. Certes, il y a beaucoup de critiques d'Oslo. Il y a, je ne sais pas, peut-être 50% de la classe politique israélienne aujourd'hui qui rejette Oslo, qui dit qu'Oslo était une erreur, qu'avait des effets néfastes, etc., etc. Mais cet élément capital, principal et central de la reconnaissance mutuelle est maintenu et ne fait pas partie du débat même. C'est clair qu'il y a un peuple palestinien. On peut même appliquer une partie de cette démarche vers la gauche, en parallèle d'un comportement électoral plus à droite, et à l'égard de l'attitude éventuelle au sujet des territoires, de lâcher des territoires, donner des territoires, en contrepartie d'un accord. Même si vous voulez les cas de figure unilatérales de Sharon à Gaza, à savoir le retrait unilatéral de Sharon venant de Sharon, avec tout l'aspect dramatique qu'elle savait à l'époque, et même avec la rhétorique israélienne actuelle qui dit, ben voyez, nous avons évacué des territoires, certes de façon unilatérale, mais comment l'avons évacué, nous avons pris des milliers et des milliers des habitants israéliens, des citoyens israéliens qui ont vécu une aventure dure, qui certains d'entre eux sont toujours sous les chocs et tout ça, même aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Et qu'est-ce que nous avons obtenu de retour? Des missiles, les Hamas à Gaza, etc., etc. Bien sûr, l'argument est un peu court, mais c'est-à-dire que donner les territoires, c'est pas bénéfique. Ça ne nous assure pas, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan du progrès diplomatique futur. Il faut regarder aujourd'hui l'état de l'opinion à l'égard de l'éventualité, certes très vague, d'un accord Kerry. L'idée de lâcher des territoires ou d'expatrier, enfin de faire venir dans l'Israël d'avant 67 des dizaines de milliers d'habitants a une majorité claire et nette. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça, si jamais ça deviendra réalité, ça va se passer, ça ne va pas se passer tranquillement. Mais si vous voulez, l'opinion, c'est-à-dire que cette question de la terre, d'une part, et quelle est la valeur de la terre et qu'est-ce qu'elle représente, et de quelle façon nous traduisons la terre, je ne parle pas maintenant en termes confessionnels, là, parce que là, on entre dans une autre logique, mais même les débats sur la terre en termes de sécurité. Qu'est-ce qu'elle représente, la terre, aujourd'hui, en termes de sécurité, en termes de réflexion militaire dans les dimensions et les critères de 2014, hein, à l'époque, ayant 30 km de profondeur, la vallée du Jourdain et tout ça pouvait résonner comme différemment qu'aujourd'hui, hein, des technologies balistiques, etc., etc. Donc, même en cela, je crois qu'il y a, je ne sais pas dire une avancée, ce ne serait pas le terme, mais enfin, ça bouge vers la gauche,
en termes de position. Après, il y a tant de complexités qui séparent la définition de position de l'opérationnalité politique, y compris dans les cas de figure des gouvernements de gauche. Et c'était clairement les cas de Rabin I, de Rabin II, de Pérez, brièvement après lui, de Barak, c'est-à-dire des gouvernements de gauche qui avaient d'autres options, qui avaient des ambitions, qui avaient des plans, et qui avaient, pour certains, des partenaires, souvenons-nous de Clinton, enfin, qui avaient des partenaires puissants, qui étaient prêts à aller au charbon. Ceux-là aussi ont été piégés par et la difficulté donc de traduire et la disponibilité de l'opinion en termes de courage politique. Et c'est la dernière chose que je vais dire. Tout ceci me mène, moi, à titre personnel, à revenir sur ce qui me paraît la vérité absolue, mais d'ailleurs qui est vrai côté israélien, mais qui est vrai côté palestinien, et qui est vrai pour d'autres conflits ailleurs dans le monde. La dimension du saut politique en avant, elle est toujours la principale, y compris dans le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire dans ces interminables rhétoriques sur est-ce que Netanyahou, est-ce qu'il est personnellement, idéologiquement, psychologiquement capable de faire un virage, lui qui avait grandi avec Jabotinsky, avec le père qui était le sien, l'historien, chercheur de l'Inquisition moyenâgeuse en Espagne, habité par les pogroms, par l'oppression, par les juifs victimes à travers l'histoire et tout ça. Est-ce que lui, frère de son frère officier qui est tombé lors de l'opération à Entebbe pour libérer l'avion d'Air France, enfin les passagers de l'avion Air France, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il est rentré en Israël. Hein. Il était destiné à rester aux États-Unis, Benjamin Netanyahu. C'est probablement cet événement-là, familial, enfin national et familial, qui l'a fait revenir en Israël et démarrer la carrière politique que nous connaissons. Sinon, il pouvait être vraiment un représentant de commerce et un businessman des très grandes réussites, probablement, sur la côte Est en Amérique. Hein. C'est tout à fait possible. Et c'est-à-dire, tous ces débats, il a sa place. Parce que vous étudiez les sondages, vous regardez les comportements électoraux, vous regardez avec ou sans l'avion que j'ai proposé ici pour avoir des dimensions de plusieurs décades et ne pas être prisonnier par les dernières 3 années, même 10 ans et tout ça. Vous avez des majorités pour donner des territoires. Vous avez une majorité à la Knesset actuelle. Vous avez une majorité, avec ou sans les députés arabes de la Knesset, qui, avec un accord concret et avec une préparation politique et un talent politique qu'il a, Netanyahou, passe dans la Knesset, passe au référendum, passe aux élections législatives qui suivront et qui auront une valeur de tampon. Hein. Donc, c'est la disponibilité, la volonté de faire le saut majeur dans le sens politique avec P majuscule et dans les sens les plus nobles du terme, c'est-à-dire avec les risques, avec les inconnus, hein, avec des nerfs solides, enfin encore plus que les nerfs solides que tous les leaders de la Terre, dont tous les leaders de la Terre ont besoin. Mais c'est pas du tout dans l'espèce d'imaginaire des rêveurs. Hein. Et il ne faut pas être forcément des gauches investis pour le voir, mais semble-t-il. Bon voilà, j'étais trop long. Merci beaucoup pour cette introduction au sujet qui nous réunit. Avant de passer la parole à nos amis, je voudrais vous poser une question extrêmement précise. À partir de votre analyse, telle que vous la développez, parce que vous la faites par petits points, mais ça fait globalement une analyse, quels sont les facteurs susceptibles de pousser
aussi bien l'opinion que les partis politiques, le gouvernement israélien, à franchir ce saut. Vous avez parlé des États-Unis. Je ne suis pas sûr que, personnellement, que la caractéristique d'Obama soit la faiblesse. Je crois qu'il est dans une situation internationale après les 2 mandats de Bush, l'Iran et l'Afghanistan, telle que c'est plutôt pour restaurer la puissance américaine qu'il y a des opérations de retrait qu'on qualifie de faiblesse. Mais enfin bon, est-ce que l'insistance, pour parler de manière floue, américaine, c'est un élément? Est-ce que le fait, et là vous disiez, il n'y a rien de nouveau, si, jamais l'Union européenne n'avait envisagé ce qu'elle a fait avec ses lignes directrices, qui sont quand même un élément qu'elle veut incitatif. Alors est-ce que c'est incitatif ou non? Est-ce que... bref, quels sont les facteurs, à votre avis, qui, dans votre analyse, sont susceptibles de pousser vers ce bond en avant? Pour une question, c'en est une. Voilà, là, vous ne faites pas dans la modestie, là. Non, mais c'est tout à fait... Et, ouais... Je suis d'accord avec vous, Dominique, et par rapport au degré des sophistications et des non-faiblesses de la politique Obama. Je dis qu'il est aperçu comme faible. Voilà, il est ressenti comme faible, que ce soit au Caire, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Paris, que ce soit à Moscou, et que ce soit à Pékin. Donc, et l'Amérique et son influence éventuelle... je dirais que dans ce sens, à long, mais aussi à moyen terme, ça va dans le mauvais sens de possibilités de l'Amérique, quelle que soit l'administration, d'influencer. Je trouve que Netanyahou, il est tout à fait prêt, là, au jour d'aujourd'hui, à faire face à une pression, d'ailleurs, qui ne cache plus son nom, d'ailleurs. Vous avez vu ce qui avait accueilli Netanyahou à Washington il y a une semaine, 24 heures avant qu'il arrive, il y a une déclaration d'Obama dans un journal, dans une revue, et qui était vraiment très déséquilibrée, franchement, enfin, parce qu'il demandait à Netanyahou, comme ça, une liste de 15 choses, en épargnant, soi-disant, entre guillemets, les Palestiniens, donc quelque chose qui a été aperçu comme tout à fait peu poli. Mais enfin, ces deux-là n'arrêtent pas de rendre les impolitesses respectives depuis les premiers jours. C'est vraiment... Hein, et chacun a des bonnes raisons pour... Hein, donc, à mon avis, Netanyahou est plus apte aujourd'hui à faire face à une pression américaine que Netanyahou d'il y a 4 ans, et à la limite même de Shamir à l'époque où et le président américain, à la suite de la guerre du Golfe, la première... donc à frapper sur la table, à menacer de couper une partie du soutien américain en matière de défense. Donc, je parle du début des années 90 et autour de Madrid et la suite de Madrid. Et je crois que la capacité de résistance d'Israël et du leadership de Netanyahou aujourd'hui face à une pression américaine plus importante aujourd'hui qu'hier et avant-hier. Pour ce qui est de l'Amérique. Excusez-moi, même en sachant que l'AIPAC a été battu sur la question de l'Iran. C'est-à-dire que le projet de l'AIPAC de saboter la négociation avec les Iraniens n'a pas réussi à susciter... Et sur d'autres aussi, il y a des... Oui, il y a d'autres échecs de AIPAC, la nomination du secrétaire à la Défense, par exemple. Il y a d'autres cas. Il y a bien sûr, les choses bougent aussi, bien sûr. Il en était beaucoup question avec J. Cole et tout ça il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus marginalisé. Mais ce sont des choses qui sont valables, si vous voulez, dans l'ensemble de l'analyse. Et oui, parce que... comment dire, c'est un peu paradoxal, parce que l'effet que les lobbies et pro-israéliens en Amérique peut échouer de temps en temps accentue à long terme sa fiabilité et son efficacité. C'est paradoxal. Parce qu'il y a les lobbies pro-israéliens, parfois,
souffre dans le regard européen, mais parfois par certaines forces minoritaires, très minoritaires, mais des forces en Amérique, par cette espèce de superpuissance et qui vraiment est exceptionnelle, qui est à peine comparable à d'autres lobbies qui, vous savez, est une pratique politique tout à fait banale en Amérique. Rien à voir avec la connotation du terme lobby ou lobbying en France ou même en Angleterre ou en Europe continentale, c'est sûr. C'est-à-dire le fait d'échouer, enfin c'est paradoxal, le fait d'échouer, eh bien les lobbies pro-israéliens n'éva pas. Hein. D'ailleurs, le dernier chapitre de la confrontation au sujet de l'Iran n'est pas encore écrit, mais pour l'instant, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Pour ce qui est du boycott européen, aux yeux des élites en Israël, à savoir les experts, les diplomates, une bonne partie de la classe politique, les universitaires, et le peuple de gauche, qui représente, je sais pas, quand même plus que 13%, hein, mais une minorité claire et n'est pas prête à devenir majorité dans les 5 ans, au moins, représente quelque chose qui souvenons-nous du discours de la gauche israélienne au moment de l'arrivée au pouvoir d'Obama. Voilà la solution. Lui, il va faire pression. Il va obliger. C'est un homme nouveau, avec un monde nouveau, avec des descendants nouveaux. Il n'est pas du tout lié. Il a été élevé en Indonésie et il a à peine vu la côte. Enfin, c'est pas vrai. En plus, il a étudié à Massachusetts et tout ça. C'est un produit de la côte est aussi. Mais enfin bon, c'était aperçu un discours tiers-mondiste. Et c'était pas clair, même s'il n'était pas. Imaginez-vous, même musulman, n'est-ce pas? C'était soupçonné, toujours soupçonné par une partie de la droite américaine radicale, par un catholicisme pas suffisamment pur. Et donc, ben voilà. Mais la gauche israélienne, y compris les leaders les plus responsables de la gauche israélienne, disaient ça publiquement. Bah, bravo. Voilà un président qui va mettre le paquet et qui va, une fois pour toutes, obliger le... Bon, nous savons ce que ça donnait. Donc, les boycotts, si vous voulez, a quelque chose dans l'appréciation du public et des élites israéliennes, et quelque chose de semblable, à moindre mesure, bien évidemment, parce que ce n'est pas comparable. Ce que l'Europe fera ou ne fera pas, de toute façon, n'est pas comparable à ce que Washington fera. Et aussi, les boycotts, c'est un mouvement d'une autre nature. Ce n'est pas une décision d'un leader politique. C'est quelque chose qui arrive aussi d'en bas, mais qui touche et les élites et l'opinion de façon plus large par quelque chose qui est très profond dans la société israélienne, qui n'est jamais suffisamment mentionné dans les regards extérieurs et surtout européens, à savoir quelques éléments stables qui donnent sur des approches, disons, à caractère paranoïaque, qui sont alimentés malheureusement à juste titre par l'histoire du peuple juif et l'histoire de l'État d'Israël, même si ce n'est pas l'histoire des 30-40 dernières années, mais plutôt la catastrophe en Europe dans les années 30 et 40, et l'histoire juive dans les sens profonds. Mais c'est jamais un problème, on peut dire à juste titre, d'évoquer ces précédents-là dans les débats politiques actuels. Et des actions et des initiatives comme les boycotts déclenchent, mais alors tout de suite, la notion de victime, nous les victimes, nous les mal-aimés, nous victimes d'antisémitisme, avec toute la confusion, qui d'ailleurs n'est pas qu'imaginaire, entre antisémitisme, antisionisme, antipolitique du gouvernement israélien XY à un moment donné, toute cette confusion qui règne d'ailleurs en Israël et surtout à l'extérieur. Donc, un boycott qui réussit, entre guillemets, c'est-à-dire qui se met en place et la concrétisation de quelques textes, des choses comme ça, risque d'avoir un effet contraire. Risque d'avoir une espèce de rigidisation. De toute façon, nous n'avons qu'à compter sur nous-mêmes, aussi une thématique récurrente dans la pensée et l'imaginaire israélien. Il n'y a que nous-mêmes. Nous avons vu, et d'ailleurs la politique d'Obama renforce ça. Parce que vous avez vu comment Obama avait traité Moubarak, comment il lâche des alliés pas aussi intimes que nous. Alors c'est clair et net que
Obama en particulier, mais l'Amérique en général, même l'allié les plus puissants et les plus proches et les plus solides, on peut compter que sur nous. Et nous avons été victimes pour la quasi-totalité de notre histoire, et donc on ne nous aime pas, n'est-ce pas? Et donc les boycotts est aperçu comme ça, hein, même par des gens qui comprennent ce qui se passe en Europe, qui ont une culture politique par rapport au mouvement ici et ailleurs, ils disent, ben voilà, l'argument le plus souvent employé, c'est la confusion entre antisémitisme et anti-Israël. Hein, que c'est une espèce de surfing dont se retrouvent des gens qui, de toute façon, détestent Israël pour des raisons multiples et qui, donc, font du stop au sujet où est la ligne verte, quelle fabrique est positionnée dans quel territoire de ce côté-là ou là de la ligne verte pour simplement faire de l'anti-israélisme. Et je répète, y compris parmi les gens qui comprennent, qui connaissent. C'est pas uniquement une position, disons, démagogique, populos. Alors, quels sont les facteurs? Si vous avez... j'ai resté, je vais pas dire... Je reviens sur les quelques phrases que j'ai dites dans mon trop longue introduction, à savoir ce que j'appelais les sons en avant et la grande politique en P majuscule et dans les sens les plus nobles. C'est-à-dire, vous me diriez que je ne suis pas suffisamment concret, mais je ne peux pas l'être. Je suis désolé, j'aurais bien aimé. C'est-à-dire le concours de circonstances qui verra une fenêtre conjoncturelle, réelle, une pacification de deux branches, je sais pas, de parties du peuple palestinien actuellement, qui rendra la chose nettement plus possible, du point de vue israélien aussi, et une stabilisation en Égypte, disons, je sais pas, en Syrie, c'est... Et le problème iranien en large partie derrière nous, pour faciliter une décontraction généralisée, et l'homme, la femme, la personne. C'est pour cela que j'ai dit, ne lâchons pas ces fameux débats, même il semble bouché, sur Netanyahou est-il capable? Non pas à titre d'idéologue, c'est pas un idéologue, ça n'a jamais été, mais à titre d'un Churchillien, il adore Churchill et il adore cette espèce de concours des circonstances où la réalité d'une part, la vision des hommes, peu nombreux parfois, Churchill, c'est ça, hein, Churchill, seul contre tous, a pu changer l'histoire. Ça, je crois qu'il est véritablement animé par ce type d'ambition. Et je n'exclus pas, honnêtement, la possibilité d'un concours comme ça où il va partir dans l'orbite vers quelque chose qui ressemblerait pas du tout à ce que nous avons et qui fera la différence. Alors, est-ce une recette pour pacifier le conflit israélo-palestinien? Pas vraiment, mais je vous livre mon avant-recette. Merci beaucoup. Donc, si je traduis en termes simplifiés, vous nous incitez à prier l'an prochain à Jérusalem. On peut le faire dans toutes les religions, hein, dans toutes les foi. Il n'y a pas de... des questions, René? René Bachmann. Je suis grosso modo d'accord avec le tableau de la société israélienne que vous avez dressé, qui est très fidèle. Mais je me faudrait qu'on essaie d'aller un peu derrière le tableau. J'ai l'impression, moi, que ce paradoxe que vous avez décrit entre la posture officielle des Israéliens qui disent nous sommes de plus en plus nombreux à être favorables à l'idée d'un peuple palestinien ayant son État, etc., et le fait que quand ils votent pour des gens qui font le contraire, ça s'explique en partie, pas seulement, mais ça s'explique en partie par le fait qu'entre les Israéliens et les Palestiniens, il y a maintenant, au sens propre, au sens figuré, un mur, qui est aussi un rideau, qui les empêche de se voir et qui, notamment,
empêche les Israéliens de voir qu'il y a un problème palestinien qui existe toujours et un peuple palestinien qui existe toujours. Tout se passe, pour moi, comme si depuis qu'il y avait... C'est pas seulement à cause du mur et de la barrière, mais c'est à cause de tout ce qui va avec, c'est-à-dire le fait que les Israéliens ne puissent plus aller en Cisjordanie, sauf exception, le fait que les contacts soient de plus en plus réduits, beaucoup plus réduits qu'avant, il y a beaucoup moins d'échanges qu'avant, il y a beaucoup moins de rencontres qu'avant, c'est plus difficile, il y a moins de travailleurs palestiniens qui viennent travailler en Israël à cause des mesures de sécurité. Donc l'existence concrète, pratique du peuple palestinien aux yeux des Israéliens est plus difficile à percevoir qu'avant. Et j'ai l'impression que le tableau que vous avez dessiné correspond à peu près à ce qu'on peut avoir quand on interroge les Français sur leur goût culturel. On leur dit « Qu'est-ce que vous regardez à la télévision ?» Comme ils veulent vous donner l'impression qu'ils sont des gens bien et respectables, ils vous disent tous qu'ils vont regarder Arte. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils allument les émissions les plus méprisables de M6 ou de TF1. Ben, les Israéliens, je pense qu'ils risquent d'avoir cette attitude-là. Quand on leur dit « Qu'est-ce que vous avez comme attitude par rapport aux Palestiniens ?» Ils disent « Je vais donner une bonne image de moi, je suis un mec bien et respectable, je suis pour que le peuple palestinien ait son État. » Et quand ils sont seuls dans l'isoloir au point de mettre leur bulletin, ils mettent leur bulletin pour des gens qui font le contraire. Est-ce que ça n'est pas simplement parce qu'ils sont prêts à l'idée d'avoir un État palestinien à côté d'eux, mais ils ne sont pas prêts à en payer encore le prix? Elle est d'une très grande profondeur, bien évidemment, l'interrogation, la question. Et elle est même au centre du dispositif optimiste, la recette, non-recette, à la suite de la question de Dominique Vidal. Et pour la question elle-même, je répondrai globalement, d'après mon appréciation, non. Je crois que c'est exact ce que vous avez décrit avec l'Israélien qui, d'une part, tient un discours arté et qui allume d'ailleurs, pour l'imagerie, allume les reality shows. Donc ça devrait encourager, je sais quel rapport un petit peu plus sain avec la réalité. Mais enfin bon, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Donc oui, qui surtout maintenant, là, depuis 3 ans, puisqu'on voit ce qui se passe autour, le pays arabe, qui dit, c'est pas à ces moments-là quand même, franchement, pas à ces moments-là Enfin, cet argument que les moments n'est pas bon, nous l'avons entendu toujours. Hein. Et bien sûr, avec cette espèce de rétrospective. Et si on avait au jour d'aujourd'hui un traité de paix signé avec Assad, père ou fils, d'ailleurs. Regardez dans quel état. Et bien sûr, avec tout le temps le camp David égyptien, qui est quand même les trésors les plus fins et les plus capitales de l'ensemble des équilibres stratégiques israéliens et régionaux. Donc, et toujours regarder avec, que ce soit Morsi, que ce soit demain Sisi. Donc, c'est vrai que l'Israélien peut-être pratique ce que vous décrivez dans l'intimité du bureau de vote, mais c'est vrai aussi ce que j'ai dit il y a 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y a une disponibilité du citoyen, de l'électorat israélien, de l'ensemble du collectif israélien, si vous voulez, avec une bonne campagne politique, avec l'exercice démocratique auquel les Israéliens sont très attachés. C'est frappant de voir, c'est vraiment frappant de voir comment, même les gens, récemment, là, on leur dit, voilà, les Américains vont forcer un arrangement, le gouvernement Netanyahou sera d'accord, la Knesset votera pour, le référendum qui suivra votera pour. Si c'est contraire à vos opinions, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser faire ou est-ce que vous allez vous opposer à ça? Et puis vous avez des pourcentages minimes des gens, et à droite et à gauche, surtout à droite, là, qui disent « je ne laisserai pas faire ». Ce qui pouvait être un truc de posture, finalement. C'est un sondage, c'est pas des gens qu'on demande de descendre dans la rue et de défendre leur corps, je ne sais quel danger sous forme de documents Kerry. Mais je dirais, la chose qui me semble la plus importante dans ma réponse repose sur ce que vous avez dit dans la première partie de votre intervention. Et moi, j'irai plus loin même.
Je crois qu'il y a un des problèmes et l'élément des réalités, si vous voulez, un des plus pesants sur la situation d'ensemble, mais d'abord sur la situation israélienne, c'est que dans l'entité israélienne, dans la population israélienne, pour tant de raisons qu'on peut analyser et polémiquer, il y a un vrai problème du rapport à l'autre, qui, bien évidemment, l'autre principal, excusez-moi, cette espèce de légèreté linguistique, si vous voulez, par rapport à certains, c'est bien sûr le palestinien. Et ce n'est pas un problème qui est lié uniquement aux difficultés des négociations et aux désaccords sur tel ou tel kilométrage carré, réfugiés, statut d'État juif. Et non, c'est quelque chose de plus profond qui s'approfondit malheureusement ces 20, 30 dernières années, en partie pour des raisons dites compréhensibles. Première intifada, deuxième intifada, terrorisme et déception, disons, à l'égard de ce que le retrait des Sharon avait donné, ou plutôt pas donné, à l'égard des Gaza. Mais je crois que ça va plus loin. Ce n'est pas simplement une dimension de déception. Il y a quelque chose qui est lié à l'histoire juive, dans les sens profonds, et aussi dans la prospérité israélienne, dans le fait que ces dernières années, les années sont prospères, économiquement, politiquement. Ce n'est pas la vue de tous les angles possibles, et surtout pas des couches défavorisées en Israël. D'ailleurs, les écarts grandissent. Mais si vous voulez, pour les élites, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles, tout ça, les années sont prospères. Rien à voir avec il y a moins que 10 ans, vous aviez une bombe dans un café, au moins une fois par semaine, ou dans un bus, pendant une longue période. Donc, il y a vraiment un sentiment d'insécurité, sauf pour Sderot et Ashkelon et dans la partie sud, bien, enfin bon, avec lequel le pays est solidaire, mais c'est quand même les centres de pouvoir et de vie. L'État d'Israël ne vit pas ça tous les jours. Donc, il y a quelque chose là qui est dangereux, qui est faux, qui est injuste aussi. Et nous savons que quand il y a un problème avec le regard vers l'autre, et quand l'autre est pertinent, l'autre compte. C'est clair que ces autres-là comptent. C'est de mettre ça sous les paillassons, de trouver des déviations, de trouver des raccourcis qui ne sont pas des raccourcis, et tout ça se termine rarement bien. Et donc ça, c'est malheureusement profond. Et c'est pas quelque chose qu'un acte politique, même un acte politique courageux et tout ça, peut faire tout de suite. Mais ça peut paver la route, si vous voulez. Mais je parle à long terme, là, hein, c'est des choses profondes, hein, de qui sommes-nous, qui sont les autres. Et, là aussi, la terminologie qui suscite le boycott dans l'opinion israélienne est négative dans ce sens. Parce que c'est tout de suite le déclenchement du syndrome victimaire, du syndrome « on ne nous aime pas, quoi qu'on fasse de toute façon ». Et nous sommes toujours les premiers à être critiqués. Personne ne se meut, soi-disant, pour les drames absolus en Syrie, pour la tragédie humanitaire la plus catastrophique de ces 30 dernières années. Mais on nous désigne toujours comme victimes, comme coupables, etc. etc. Donc c'est facile d'ici, effectivement, de s'éloigner davantage de l'autre, même si l'autre, il vit à 5 minutes et il fait partie de l'économie, du mental. D'autres questions? Madame, Didier est là-bas. Je vous en prie. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement, ce qui a changé et ce qui n'a pas changé du côté palestinien depuis que des négociations entre les deux parties ont été entreprises? J'ai une difficulté à vous répondre. Une vraie. Non, mais je suis pas un arabisant à commencer. Je parle même pas arabe, à ma grande honte. Je devais choisir au collège entre le français et l'arabe.
Et je ne peux pas aller jusque-là parce que ça a changé ma vie, celui-là et tout ça. Mais si je devais laisser tomber le français, hein. Mais c'est un peu, enfin, et les problèmes avec l'autre, dans le contexte palestinien, est plus large. C'est aussi les Israéliens et le monde arabe autour d'eux. Ah, non, mais j'essaie, mais j'essaye de. Je vais vous répondre brièvement, mais je ne peux pas ne pas surfer sur ce que vous et sur ce qui s'est dit là, parce qu'Israël a toujours raté d'ailleurs des occasions à aller plus loin dans l'installation, si vous voulez, mentale dans la région. Regardez ce qui s'est passé tout de suite après, quand David et Sadat, il y avait une fenêtre d'opportunité d'aller en Égypte. Hein? Certains d'entre nous ici ont ça dans la mémoire à la première personne. Hein. Tout de suite, les premières années où l'Égypte était mis de côté, enfin qui mis sur le banc du monde arabe, et il y avait la paix israélo-égyptienne. Plutôt que de foncer, d'envoyer des touristes, d'ouvrir la plus grande ambassade d'Israël au Caire, d'envoyer des universitaires, de travailler sur des échanges d'étudiants, d'envoyer des artistes et tout ça, sur cette puissance, la plus grande puissance arabe là, qui s'ouvrait à nous, c'était fait comme ça. Il y avait un petit peu d'enthousiasme anecdotique et ça a vite tourné à... Bon, les choses ne sont pas si simples que cela, mais dans les intentions, hein, je crois que c'est un moment raté, là. Moment raté dans le... en échange, oui, mais... Alors là, pour la qualité de l'échange, franchement, ouais. Mais pour revenir à votre question... je crois que si vous prenez la situation il y a 2 ans, vous la comparez à la situation d'aujourd'hui, vous voyez quand même des choses un petit peu plus détendues entre les deux grands corps du peuple, de l'exercice étatique, semi-étatique, non-étatique, appelez ça comme vous voulez, du peuple palestinien, à savoir territorialement, à Gaza et à Ramallah. Donc c'est moins dur, c'est moins rigide, c'est moins ouvert à écouter, à faire affaire avec les autres qu'il y a 1 an ou 2 ans. Déjà pas mal. Surtout en vue de ce qui se passe autour et les implications que vous voyez à Gaza par rapport à la situation égyptienne, qu'elle soit économique ou militaire ou politique. Et aussi avec l'implication qatari, par exemple, dans le soutien à Hamas et les frères musulmans et tout ça. Donc je crois que la situation interpalestinienne est plus favorable, mais alors 3 paires de guillemets, entre eux, et dans une perspective de progrès quelconque, que ce soit la formule Kerry ou issue de Kerry. Et sinon, il y a l'effet économique, si vous voulez, au Ramallah, qui petit à petit, quand même, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de voir, c'est quand même, il y a des aspects quand même qui encouragent, hein, indépendamment de tout le reste, et ça bouge. Hein. Ça bouge, il y a des initiatives, il y a une façon de se débrouiller qui, bon, évite, qui trouve des solutions, qui trouve des raccourcis, qui sera bien évidemment... Ça laisse à imaginer ce que ça peut être si effectivement les vraies conditions de vrais 2 États étaient réunies. Pardon, c'était juste pour revenir sur la question qui a été évoquée tout à l'heure des facteurs qui peuvent aller vers ce que vous appelez le saut. On a vu tout à l'heure dans les questions aussi qui ont été posées que l'opinion publique donc est quelque chose qui semble ambigu, hein, avec peut-être effectivement un double discours. Et je voulais revenir sur la question qu'avait posée Dominique Vidal tout à l'heure sur l'intérêt économique. C'est-à-dire effectivement le fait qu'il y ait un certain nombre de patrons qui ait financé une campagne en fait en janvier en disant Bibi, tu peux, un État fort peut, etc., arriver à un accord de paix, l'appel à Davos qui a été fait. Est-ce que ça peut être un des facteurs, en fait, qui est celui de l'intérêt économique? On sait que en général ça marche pas mal, qui peut avoir en fait un effet sur une forme de déblocage. Pour débloquer, non. Avoir un impact, oui. Il faut garder en tête que ces patrons-là auxquels vous faites allusion, et de façon plus générale, si vous voulez,
les personnes, les hommes, les femmes, qui dirigent surtout au sein de la high-tech israélienne, qui est effectivement de performante et une de tigre de la high-tech mondiale, hein, et tout ça, et sociologiquement et politiquement, sont à gauche. Voyez-vous, c'est pas la notion du MEDEF. C'est pas le patronat en France, ni en Grande-Bretagne. Individuellement et comme ça, à titre de force, ce sont plutôt des gens d'une gauche, pas folle, hein, d'une gauche modérée, à la Mapaï, au mouvement travailliste traditionnel, à la Ben Gurion, si vous voulez, quelque chose qui, effectivement, quand ils disent les caractères sionistes et juifs du pays, ils les pensent. Hein, ils les pensent. Ils ne veulent pas vivre dans un pays où, démographiquement, il y aura toujours, on comptera toujours les générations, les années en vue d'un danger que les Israéliens juifs deviendraient minoritaires. Donc, c'est dans ces sens-là que j'ai dit Ben Gurion, non pas dans le sens de telle ou telle décision concernant les rapports avec les Arabes que Ben Gurion avait pris, ou plutôt pas pris, il y a bien une cinquantaine d'années. Donc, plus. Et donc, ils sont des gauches. Donc, on ne parle pas vraiment de... Vous voyez, c'est pas les patronats traditionnels. Parce que quand vous regardez au sein de ce qui serait comparable aux petits patrons ici, ou les artisans, ou les petits commerçants, là, vous êtes à droite. Et ceux-là trouvent que les boycotts, c'est une idée affreuse, et qui réconfirme le fait qu'Israël est toujours et sera toujours haï par le monde entier, et on trouvera toujours deux poids et deux mesures à l'égard d'Israël, mais pas deux poids, deux mesures dans les sens où l'argumentaire du boycott l'utilise, mais dans les sens radicalement contraires. C'est-à-dire que les Syriens peuvent faire n'importe quoi, les Chinois peuvent faire n'importe quoi, les Rwandais peuvent faire n'importe quoi, et on les laisse faire plus ou moins. Mais les Israéliens, on leur demande des critères démocratiques purs et absolus, et la moindre injustice à l'égard de Palestiniens, dont les Israéliens reconnaissent finalement. Il y a très peu d'Israéliens qui vous diront non, il n'y a pas d'injustice à l'égard des Palestiniens. Ils vous le diront, tout en disant tout de suite après, et ben voilà, victime de l'histoire, et nous aimerions bien, oui, ça me fait mal quelque part. Et sans que ce soit traduit effectivement dans des choix politiques ou dans le. Mais ça existe là. Si vous voulez, c'est pas absent de quelque chose du mental, là, mais c'est très peu réveillé, c'est très peu prêt à entrer dans une boîte à vitesse et se traduire dans un programme politique d'un parti majoritaire ou d'un leadership concret. Merci. Merci, monsieur, d'abord pour les analyses que vous nous faites partager. Bon, il y a beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser, donc j'en vais en poser qu'une. Tout le monde sait que l'extension des colonies, la manière dont l'eau a été gérée, puisque l'eau était un problème de fond, on fait que quand on regarde ce que pourrait être un État palestinien, c'est un vrai gruyère, quoi. Régulièrement, ça apparaît dans différentes études ou revues spécialisées. C'est-à-dire que ça va jusqu'au point où des gens disent bah non, mais c'est une solution, oui, il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait peut-être pu, mais maintenant c'est fichu, quoi. C'est trop imbriqué, il y a trop de colonies, enfin on ne voit pas comment on va y arriver, quoi. Ça devient de moins en moins faisable. Alors, ma question est la suivante. Je ne sais pas du tout, de savoir quelle serait la meilleure des solutions, 2 États ou un État. C'est juste dans la manière dont sont organisées les négociations actuellement, et surtout dans les réunions de préparation, dans les think tanks qui réfléchissent au truc, dans les groupes de Sherpa qui sont censés animés ou comment dire, suscités par John Kerry et qui sont censés aider les négociateurs à avoir les idées les plus larges possibles. Est-ce que la prise en compte là, de cette entre guillemets solution alternative que serait un seul État, est-ce qu'elle est examinée, mais j'entends par là examinée techniquement, je veux dire, est-ce qu'elle fait partie
d'options là, qui sont mises sur la table au même titre que d'autres options, ne fût-ce que dans telle zone, peut-être pas dans telle autre. Enfin, voilà. Est-ce que c'est pris en compte, mais encore une fois, d'un point de vue purement technique, au niveau de la préparation et des discussions qui ont lieu en amont et pendant les négociations? Je vais être bref, et pour des raisons bonnes et mauvaises, la réponse est non. Certes, la réflexion, la rhétorique, les débats autour d'un État, plutôt que deux États pour deux peuples, sont présents davantage aujourd'hui dans la réalité israélienne et palestinienne, d'ailleurs, différemment, mais et palestinienne, plus aujourd'hui qu'il y a un an, 3, 10 ou 20. Et quantitativement parlant. Et il y a des indications qui le montrent, mais pas dans le sens dont vous parlez. Et ce qui me permet de combiner la réponse à votre question à d'autres choses que nous avons mentionnées ici, et de dire ce que je n'ai pas dit, et je devais le dire avant, en répondant à la question concernant la vision par rapport aux autres, en observant aussi certains aspects cartographiques, quand on regarde les enclaves, les problèmes d'eau, des choses comme ça, c'est que, bien sûr, la situation actuelle, elle est prisonnière dans le poison ancien, des longues dates. La solution de demain, la situation d'après le saut, c'est autre chose. Ça, on oublie toujours. On oublie même les analystes les plus fins. Ils oublient toujours qu'à partir du moment où il y a un breakthrough, il y a vraiment un progrès, un saut en avant, il y a une autre dynamique qui s'est créée. Elle peut être mauvaise, elle peut être bonne. Mais je veux dire, à partir du moment où on entre dans une ère d'une autre dynamique, tant de choses sont possibles. Et d'ailleurs, on a vu ça, y compris dans des régions et meurtries par des conflits ailleurs. On a vu ça. C'est-à-dire que si, par je ne sais quel concours des circonstances, plus les hommes qu'il faut, à la case qu'il faut, au concours qu'il faut, avec une Amérique positive, avec une Europe efficace, je réponds un tout petit peu plus à votre question aussi, Dominique. Bon, c'est là, ça arrive dans 4 ans et demi. Allez, je dis comme ça. D'accord ? Et deuxième année du nouveau mandat, du nouvelle présidente américaine, en Amérique. Admettons. Moi, dans le 12 mois de la signature, vous allez voir. Parce que ça ne va pas un truc qui va échouer. Moi, je vois mal un accord, le saut en avant, qui traverse les systèmes politiques, démocratiques, référendums, la même chose, en parallèle côté, et qui s'est signé et appliqué sur le terrain avec les revendications des uns et des autres, et que ça échoue. C'est d'ailleurs, on peut très bien l'imaginer aussi, d'ailleurs, une bonne partie des rhétoriques à droite en Israël décrit des scénarios sordides à cet égard. Et il y a une nouvelle dynamique. Et au sein de celle-là, y compris les problèmes d'eau, et les problèmes des transports, et les problèmes d'infrastructure et tout ça. Et même plus, je veux dire, parce qu'il y a une comptabilité tout à fait intéressante et qui a encore d'énormes possibilités entre ces deux peuples qui se ressemblent, qui ont la notion du drive, de l'initiative, de l'éducation, de la culture, qui se ressemblent énormément, mais qui ne les savent pas. Et qui ont appris à s'haïr, à se combattre et tout ça. Vous imaginez que ce qu'un éclaircissement peut faire en la matière. Il ne faut jamais oublier ça, et y compris le très difficile à imaginer. Une dernière question. Non, moi, d'abord, votre exposé me terrifie. Parce qu'il nous montre que le peuple israélien vit dans un autre monde. Il ne comprend pas, par exemple, apparemment, qu'il se passe des choses extrêmement graves en ce moment à l'échelle du système international, et que même Obama a laissé entendre d'une façon
extrêmement sous-entendu, si vous voulez, mais quand même qu'il ne faudrait pas que les Israéliens puissent se dire qu'ils font la politique américaine au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il a fait signe directement à l'Iranien, sans prévenir, et il a complètement bousculé l'image même que les Palestiniens se sont forgés avec le faux problème de la bombe atomique iranienne, qui est aussi faux problème que la bombe atomique israélienne, mais qui permettait à Israël de se lancer dans une autre gesticulation de victimes d'un danger réel international. Alors, en ce moment, tout ça est complètement démodé. Autrement dit, les représentations rassurantes que le peuple israélien se donne sont en train de s'effriter. Il n'y a plus le danger iranien pour expliquer qu'on va défendre Israël. Il n'y a plus le danger palestinien, car les Palestiniens sont battus à plat de couture. Ils ont une police qui font le travail, etc. Il n'y a plus de problème palestinien. Et par conséquent, tout ce qu'ils espèrent, c'est que, enfin, ce qu'espère un type comme Netanyahou, c'est qu'il y ait une montée un peu de la tension pour qu'on puisse demander de nouveau aux États-Unis un soutien sans condition. Ce système-là, par exemple, bon, maintenant avec l'affaire ukrainienne, ça passe au deuxième plan, mais c'est très, très, très important de se dire qu'en effet, il y a une culture, disons, provinciale du système israélien qui ne se rend pas compte que le monde extérieur ne dépend plus des États-Unis strictement, etc., etc. Ce problème-là, maintenant, alors, par contre, votre conclusion me dit, ah ben quand même, il faut rester optimiste. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est parce que vous avez fait un pari que tout peut encore arriver. Bon. Et que donc il n'y a pas finalement une frénésie anti-palestinienne chez les, etc., etc. Mais quand même, vous ne nous avez pas expliqué vraiment la source de votre optimisme. Alors, parce que moi, je suis pessimiste, parce que je considère que si les Israéliens ne sont pas capables de voir comment le monde existe vraiment maintenant, avec la crise transnationale, aucun président n'a un pouvoir réel, ils dépendent tous des lobbies, c'est pas des lobbies, c'est des systèmes transnationaux. Donc tous ces machins-là, ils ont l'air d'être protégés de cette perception-là par la protection américaine. Puis tout d'un coup, la protection américaine se défait un petit peu, tout devient plus compliqué. Il n'y a que Poutine encore qui peut faire le bandit absolu, etc. Et dans le reste, voilà, je ne vois pas très bien d'où est-ce qu'ils peuvent sortir leur optimisme, si ce n'est pas dans l'idée qu'en effet, ils pourraient très bien s'entendre avec les Palestiniens et que ça ferait d'ailleurs une alliance bilatérale incroyable dans le Moyen-Orient, puisque ce serait la seule qui fonctionnerait. J'adhère à 300% à la toute dernière phrase de votre intervention, hein. Et je le clonerai, si vous permettez, hein, ces 12 derniers mots dans votre bouche. J'ai un petit peu plus de difficultés avec le reste, hein. Et je vous invite tout simplement, la main dans la main, vous venez avec moi à Tel Aviv ou à Haïfa, et vous dites ce que vous nous avez dit là. Et regardez comment les gens vous écoutent. Essayez de comprendre de quelle façon ça parvient aux oreilles des Israéliens. Je n'entre pas là dans la polémique. Est-ce que l'Amérique reste quand même la force principale du monde, même affaiblie, même dans un monde non pas bipolaire, ni etc., etc. C'est clair que ce n'est plus la période, on n'est plus en 95. Mais et les rapports, si vous voulez, parce que vous me renvoyez vers ce que vous repérez comme une contradiction dans mon propre ma propre disposition. C'est-à-dire que d'une part, j'ai décrit toute la liste, et même en répondant à Dominique Vidal tout à l'heure, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, et j'étais obligé de dire, ben voilà, ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas. Et à juste titre, il a giclé, il a dit, ben voilà, alors, comment vous construisez positivement votre essai? Mais ça me rassure déjà, parce que avec ma contradiction à moi, là, je me débrouillerai, là, je ne me sens pas investi des responsabilités planétaires. Donc, ma contradiction à moi, c'est pas si grave. Mais,
Et elle nous renvoie à ce que j'ai dit dans d'autres parties de la conversation, du dialogue. Hein? Et en fragmentalisant, en regardant l'état des haines entre les deux peuples, en regardant les résidus qui restent des périodes violentes, nous ne sommes pas immunisés face à des périodes violentes futures qui peuvent commencer la semaine prochaine. Hein. C'est pas forcément une guerre généralisée avec Hezbollah, Hamas, ça peut être aussi l'expérience extrêmement violente et tout ça. Donc, cette grande difficulté à imaginer effectivement dans un cadre autre un déclenchement des dynamiques autres. Qui dit dynamique dit des choses qui bougent, pas uniquement en fonction de la situation actuelle, mais en fonction de la situation future. Parce qu'il y aura une situation future A qui donnera lieu à une situation future B, qui donnera naissance à une situation future C. C'est ça la dynamique. C'est pas simplement la dynamique, c'est pas uniquement modification. C'est pas simplement un État palestinien qui existe. C'est pas simplement des soutiens, je sais pas, américains à l'économie, au commerce ou aux infrastructures et palestiniennes, ce qui est plus ou moins dans la poche, disons. C'est aussi que tous ces éléments-là, appelons-les A, auront lieu vite, je crois, parce que l'énergie là, de deux peuples, et la volonté des faire, et la façon de s'engager, et j'ajouterais, mais c'est important, la marginalisation relative, au moins sur la rive occidentale, des éléments religieux et confessionnels dans la pensée politique, commerciale, économique et sociale, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Gaza, mais à Ramallah, à Nablus, à Hébron. Hein. Et donc, on me dit que les A produira les B, et les B produira les C. C'est ça la dynamique. Et nous ne savons vraiment pas vers où ira C et D. C'est ça mon optimisme, si vous voulez. C'est décolonisation. C'est la fin de la colonisation. Vous avez vu beaucoup des puissances coloniales qui sont restées aux frontières de leur ancienne colonie. Vous avez vu, la France s'installer aux frontières du Sénégal, la Belgique s'installer aux frontières du Congo, la Grande-Bretagne s'installer aux frontières du Kenya. Non, pas trop loin, parce que la France s'est battue pour garder l'Algérie. Évidemment, la frontière, c'était une mer, alors c'était plus facile de s'en aller, puisque c'est pas le problème. Le problème, c'était que la décolonisation de la Palestine britannique n'a pas eu lieu. Et c'est les structures coloniales qui font que les gens se sentent bien quand il ne se passe rien, ils ne se sentent pas bien, etc. Mais en même temps, cette structure coloniale est entretenue par un soutien américain. Si maintenant cette chose-là ne fonctionne plus parce que les Américains ont autre chose à faire, il faut penser autrement l'avenir. Donc je suis d'accord sur le A, le B et le C, mais l'image en question, ça doit être le fait qu'il doit y avoir, au contraire d'une opposition, une alliance entre un peuple arabe et un peuple pas arabe dans le Moyen-Orient et qui soit une chose moderne et qui soit décolonisée. Alors cette chose-là est très difficile peut-être à exprimer, mais si vous êtes d'accord sur la fin, on peut continuer à discuter. Pas maintenant parce qu'on est au bout. Non, c'est un clin d'œil de l'histoire, parce que hier après-midi, les premiers ministres britanniques, justement, était sur le podium de la Knesset. Il y avait une grande scène comme le Parlement israélien en a le secret, avec des cris, et les députés religieux et arabes d'ailleurs, qui sont partis en grand fracas. Ça n'avait pas grand-chose à faire avec Cameroun, mais Netanyahou qui était là faisait allusion justement à la déclaration de Balfour, aux écarts entre les narratifs, les dits narratifs de deux peuples, en essayant de dire, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, que malgré les écarts entre les narratifs et les conflits et les difficultés et tout ça, c'est bien d'avoir le Premier ministre britannique, donc l'ex-puissance coloniale quand même, n'est-ce pas, hein? On a oublié que les Anglais c'était aussi ça, enfin les Israéliens un peu ont oublié, et Cameron était ravi. Cameron, qui effectivement est d'une génération, hein, c'est pas lui qui a rédigé, ni lui, ni qui a rédigé la déclaration de Balfour, d'ailleurs dont on prend certains termes pour les adapter éventuellement à des documents annexes pour régler la question de caractère juif de l'État ou l'État juif que les Palestiniens reconnaissent et tout ça. Donc on prend le foyer juif en Palestine, imaginez-vous, du début du XXe siècle.
je ne vais pas qu'on attende un siècle et quelques pour trouver un petit peu plus de terrain commun entre vous et moi. Bon, merci beaucoup. Merci à Yoav Toker.